Bonjour. J'ai décidé de démontrer la complexité de l'éthique en partant d'un exemple d'un dilemme éthique qu'on va travailler ensemble. Le dilemme éthique. Jean, votre client, vous parle de son travail à une quincaillerie et mentionne qu'il fait pas mal plus d'argent en prenant des articles ici et là du magasin et en les revendant. Il vous donne plus de détails et vous êtes convaincu que tous ces articles représentent un vol d'une valeur considérable. Vous ne savez pas quoi faire car vous avez assuré Jean à plusieurs occasions que vous ne divulguerez jamais ce qui est dit dans votre bureau. Donc la dernière partie ici indique une première petite erreur éthique. Parce que dans le message qu'on donne à notre client par rapport à la confidentialité, il ne faut jamais donner l'impression qu'on a une confidentialité absolue. Parce que le code éthique nous dit clairement qu'il y a des exceptions à la confidentialité où on doit divulguer l'information. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Donc, ici, on voit le tableau qui représente les composantes du processus de prise de décision éthique. Donc, on va prendre chaque étape du processus et on va travailler ceci ensemble. Première étape, est-ce que c'est un dilemme ici? Donc, je pense que du moment où on se sent mal à l'aise face à la situation que le client nous présente, on sait qu'il s'agit d'un dilemme. Donc, allons voir les deux valeurs contradictoires en jeu, les deux biens. Ici, on a clairement la responsabilité professionnelle de respecter la confidentialité qui entre en jeu. On se pose cette question-là, je veux protéger la confidentialité du client, c'est ma responsabilité professionnelle, mais à la fois, on a aussi la responsabilité morale de mettre fin au vol. Ça nous dérange qu'il y ait des vols qui continuent à prendre part ici. Donc, ces deux valeurs-là sont en conflit. Deuxième étape, c'est d'aller voir qui est impliqué. Que nous dit le code d'éthique? Quelles questions légales, morales et éthiques dois-je me poser? Donc, qui est impliqué ici? Il y a évidemment le client, vous-même et le propriétaire de la quincaillerie. Et peut-être même de façon indirecte, votre employeur, dépendamment où vous travaillez. Que nous dit le code d'éthique? Donc, si on regarde le code d'éthique pour les professionnels en développement de carrière, il y a 3 sections ici en jeu. Un H qui parle du respect du code éthique et des lois provinciales et fédérales. On a 2A qui parle de l'intégrité, l'honnêteté et l'objectivité. Et 2B et C qui nous parlent de la confidentialité et quand on doit divulguer des renseignements confidentiels. Donc, c'est important ici d'aller voir toutes les composantes du code d'éthique pour ensuite inspirer les questions, les considérations qu'on doit faire dans ce cas-ci. Donc, maintenant, regardons les facteurs ou les questions qu'il faut examiner dans ce cas-ci. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un besoin légal ou organisationnel de déclarer le vol ici? Et si on connaît les lois au Canada, on sait que nous n'avons pas une loi directe qui nous dit qu'on doit divulguer un acte criminel, sauf quelques exceptions qui sont aussi nos limites de confidentialité. Donc, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce geste entre dans les limites de la confidentialité? Est-ce que le vol du client, c'est justement un acte que je dois divulguer? Question éthique. Et si on regarde aux limites de notre confidentialité, on voit ici que non, un acte criminel du genre n'est pas quelque chose que, ordinairement, on a une obligation éthique de divulguer. Les seules exceptions à la confidentialité pour nous, c'est quand il y a un danger clair, lorsque la vie de quelqu'un est en danger. Et le deuxième, c'est s'il y a question d'abus ou de négligence d'un enfant de moins de 16 ans, ou s'il y a un cas qui est déjà impliqué, le client est déjà impliqué avec un processus juridique et qu'on doit donner notre dossier à la police. Donc, aucune de ces exceptions-là s'applique ici. L'autre question à se poser, c'est comment réagir de façon éthique tout en respectant mes valeurs morales et toutes les personnes impliquées. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas seulement question légale et éthique, il y a aussi une question morale. Est-ce que je peux vivre avec ma décision? Comment je vais vivre avec ma décision? Donc, la troisième étape du processus de prise de décision éthique, c'est de regarder aux options et d'identifier les avantages, les risques et les résultats probables de chacune des options. Donc ici, on identifie 3 options. Encore là, il peut y en avoir d'autres.
La première option, c'est d'éviter le problème. Juste faire en sorte, on se bouche les oreilles comme si on n'a pas entendu l'information. Les avantages de faire ça, c'est probablement l'option la plus facile. Les risques, c'est le problème n'est pas résolu et peut même s'aggraver. Le résultat probable de choisir cette option, c'est que le professionnel en développement de carrière se sentira probablement mal à l'aise et pourrait être reproché par son employeur même si jamais ça se déclare éventuellement. Ce genre de choses ici, d'habitude, se déclare quand même assez facilement. La deuxième option, c'est de continuer à offrir nos services à Jean et à l'encourager à faire une restitution. Donc ici, on lui explique notre dilemme moral qu'on a. Les avantages de faire ceci, c'est que ça nous permet de rester honnête et ça nous donne plus de temps avec Jean pour utiliser notre jugement professionnel et peut-être trouver une autre solution au cours de route. Le risque, c'est de perdre la confiance de Jean. Il se peut aussi que Jean décide de ne pas effectuer de restitution, on ne réussit pas à le convaincre, et que ça continue à endommager la relation de travail avec Jean. Les résultats probables, c'est que la situation pourrait finir par s'arranger si on a une bonne relation avec Jean, si on arrive à convaincre Jean, mais rien n'est offert à contrepartie pour le propriétaire de la quincaillerie. Il n'y a rien qui est fait pour le dommage qui a déjà été mis en place. La troisième option, c'est de décider nous-mêmes qu'on va informer Jean, qu'on va signaler les activités de son vol aux autorités. On décide qu'on ne peut pas laisser ça passer. Donc, les avantages de ceci, c'est qu'à long terme, ça pourrait aider Jean à agir de façon plus responsable. Évidemment, le propriétaire ici est considéré dans cette décision-là. Le risque, c'est de perdre Jean comme client et probablement d'autres clients, le mot va se répandre. Et il y a aussi la possibilité de perdre notre emploi, dépendant de comment notre employeur réagit à ceci. Le résultat probable, c'est que Jean sera fâché, évidemment, et peut-être qu'il portera une plainte à cause du bris de confidentialité qu'on a fait. Et aussi, il peut y avoir des répercussions possibles pour nous, encore là, dans notre emploi. Mais la fin, il n'y aura plus de vol. Donc, la quatrième étape, c'est de prendre une décision. Pas facile, parce que dans ce cas ici, il y a plein de choses qui rendent ce dilemme ici très complexe. Donc, c'est pas fini. Voyons quelques autres éléments qui rendent ceci complexe. Une des choses ici, c'est qu'il y a beaucoup de principes moraux qui sont en jeu dans ce dilemme. Et dépendamment d'où on penche, quels principes moraux sont plus forts chez nous, ça pourra avoir un impact sur la décision qu'on va prendre. Donc, allons voir les 6 principes moraux qui sont souvent en jeu dans une prise de décision éthique. Le premier, c'est la bienfaisance. C'est de vraiment vouloir être proactif pour bénéficier le client. C'est ça qui nous guide. Deuxième, c'est la fidélité. C'est de vraiment honorer nos engagements envers nos clients et d'avoir une intégrité dans la relation client-conseiller. Le troisième, c'est l'autonomie. C'est de vraiment respecter la liberté du client dans son choix. Donc, évidemment, si on choisit d'encourager le client à faire une restitution ici, donc si on choisit la deuxième option tout à l'heure dans notre tableau, c'est probablement parce que ces 3 premiers principes moraux sont très forts chez nous. Ça porte beaucoup de poids dans notre décision. Mais si on choisit de signaler nous-mêmes le vol, donc choisir la 3e option tout à l'heure dans notre tableau, c'est probablement parce que les 3 derniers principes moraux ici ont plus de poids pour nous. Donc, les 3 derniers, c'est la non-malfaisance. Ne pas nuire délibérément quelqu'un d'autre et recadrer les actions qui risquent de nuire à autrui. Donc, si on est vraiment préoccupé par le propriétaire de la quincaillerie, c'est peut-être parce qu'on a ce principe moral-là qui nous guide très fortement. Il y a aussi la justice, le respect du traitement égal pour toutes les personnes. Et l'intérêt de la société, qui est le dernier, le respect de la nécessité d'être responsable envers la société. Donc, ces principes moraux ici peuvent guider notre décision.
Aussi, pour mettre ça encore plus compliqué, on a des paradigmes qui se présentent en éthique. 4 paradigmes qui sont souvent présents dans un dilemme et qui sont dans ce dilemme ici avec Jean. Donc, le premier paradigme, c'est de regarder l'individu versus la collectivité. Donc, dans notre décision, on a le choix de s'attarder au bienfait de l'individu, au bienfait pour Jean, ou au bienfait pour la collectivité. Et ici, dans le cas de Jean, ce serait au bienfait du propriétaire et de la société en général, d'arrêter le vol. Donc, ces 2 paradigmes-là sont en jeu et on essaie de trouver un équilibre là-dedans, parce que les 2 côtés ont du bien. Le deuxième paradigme, c'est la justice versus l'indulgence. Ce que ceci veut dire, c'est que dans toute situation, il y a des attentes face au comportement. Donc, on a des lois qui sont installées, des règles qui sont installées, qui sont là parce qu'il y a une norme attendue. Mais avec toute règle, il y a des exceptions. Donc, dans un dilemme, il faut essayer de voir est-ce que c'est une situation où ce que une exception pourrait être correcte ici. Donc, avec Jean, c'est pas correct de voler. Est-ce que c'est une exception ici? Ou même, regardons à l'attente face à nous, du côté éthique. On a une attente éthique qui dit qu'on ne peut pas divulguer les renseignements de Jean ici. Est-ce qu'il y a lieu une exception ici? Donc, on se pose la question et on essaie d'aller chercher un équilibre là-dedans. Le troisième paradigme, c'est regarder aux conséquences à court terme versus long terme. Donc, si on base juste notre décision sur le court terme, peut-être qu'on manque des éléments, des conséquences qui pourraient arriver à long terme, et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Le quatrième paradigme, c'est la vérité versus la loyauté. Donc, c'est toute situation où on sait quelque chose, on connaît l'information, mais on n'est pas capable de divulguer. Donc, dans ce cas ici, la loyauté pour notre client, avec la confidentialité, ça nous met souvent dans cette situation-là, où on ne peut pas divulguer l'information. Et si on voulait mettre ce dilemme ici encore plus complexe, si, mettons, le propriétaire de la quincaillerie était un membre de notre famille, et là, ça mettra encore l'accent sur la loyauté face à notre famille, ça mettra encore cette situation ici, ce dernier paradigme encore plus difficile, la vérité versus la loyauté. Donc, c'est tout qu'un dilemme, c'est pas facile, mais l'important c'est de se rappeler que la décision finale est à vous. Il n'y a pas 2 personnes qui vont répondre, qui vont réagir à ce dilemme-ci de la même façon. L'important, c'est que vous avez vraiment pris le temps de considérer tous les enjeux. Vous avez consulté avec quelqu'un pour ne pas être prise dans vos propres valeurs et croyances et que vous avez vraiment passé à travers le processus de prise de décision éthique. Et si vous êtes capable de vraiment justifier votre réponse et être en paix avec votre réponse, vous savez que vous avez agi de façon éthique. Donc, je vous encourage à vraiment y penser à ce dilemme-ci et à penser quelle serait votre décision avec Jean.